Donc, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous apprendre, donc vous donner les principales clés que vous pourrez utiliser euh, pour rédiger votre mémoire, hein. Donc, un ensemble de facteurs clés de succès qui pourront vous aider donc à maximiser on va dire la note que vous pourrez obtenir dans le cadre de votre mémoire, hein, donc qui sont le fruit d'expériences que l'on a pu observer au cours des différentes années. Donc, tout d'abord, une rapide définition, hein, puisqu'on on va pas s'attarder là-dessus, mais qu'est-ce qu'un mémoire? Donc, c'est un ouvrage textuel traitant d'une problématique bien précise, hein, donc une question de départ formulée en règle générale sous la forme d'une question et à laquelle le mémoire va répondre, hein. Donc, on va chercher à démontrer en règle générale effectivement la capacité professionnelle de l'étudiant à travers notamment la partie empirique, hein, qu'on va traiter et voir un petit peu plus tard. Alors, donc, en règle générale, vous avez deux types de connaissances, hein, de compétences qui sont mises en œuvre, hein, dans le cadre de la rédaction d'un mémoire. Vous avez tout d'abord des compétences dites théoriques, hein, savoir développer au cours d'un cursus d'études de l'étudiant, donc des informations que vous avez pu vous approprier dans le cadre de votre cursus, de vos cours, ou dans le cadre de vos recherches en bibliothèque, ou en vous basant sur on va dire des références dites académiques, hein, donc des références de premier choix. Et on va dire parallèlement à ces compétences théoriques, vous avez également des connaissances dites professionnelles, hein, donc les savoir-faire que vous avez pu développer sur le terrain dans le cadre de votre vie en entreprise, de votre vie professionnelle, des aptitudes à maîtriser un domaine, des expériences donc, que je voulais indiquer. On peut aussi prendre en considération une troisième catégorie de ressources, hein, qui sont les compétences ressources, donc, qui sont un petit peu plus complexes et qui vont au-delà des deux précédentes, hein, donc, déduction abstractive, disposition à prendre du recul par rapport à l'environnement et à soi-même, maîtrise de soi, capacité de socialisation, etc. Donc, dans le cadre d'un mémoire, on va chercher à établir des corrélations entre, d'une part, votre formation universitaire et la formation en entreprise, hein. Donc, le mémoire va se retrouver au carrefour on va dire de ces deux compétences que vous avez pu développer. On va chercher à apprécier votre professionnalité, hein, c'est-à-dire votre capacité à développer, à mettre en lien ces compétences à la fois théoriques et professionnelles que vous avez pu développer dans le cadre de votre expérience professionnelle. Donc l'étudiant forcément est le maître d'ouvrage du mémoire. Euh, il va faire le lien entre ce qu'il a pu apprendre sur les bancs de l'école, à l'université, en école, et ce qu'il a pu observer dans l'entreprise. Donc, ce que le mémoire n'est surtout pas, hein, à travers donc, des écueils qu'on a pu remarquer au fil des ans, hein. Donc, le mémoire n'est pas un roman, ne, ne narre pas la vie ou l'expérience d'un individu en particulier. Ce n'est pas non plus un témoignage, ce n'est pas un dossier qui va compiler sous la forme d'un plan tiroir des écrits ou des articles euh, sur un sujet. Ce n'est non plus pas un résumé, ni un bilan, ni une note de synthèse, ni une simple dissertation, hein. Donc, à ne pas vous méprendre, à ne pas confondre, hein, le mémoire et ses différents écrits. C'est une œuvre fondée sur une problématique bien définie, bien précise, hein. On insistera sur la problématique qui a une place absolument fondamentale en amont de la rédaction de mémoire et en général qui aboutit sur des préconisations logiques, sérieuses, qui découlent d'observations empiriques et théoriques, hein, qu'on a pu voir dans le cadre de nos recherches. Donc une problématique, c'est une question que l'on soulève, qui correspond à un domaine de connaissance particulier et qui est posé au regard de l'environnement professionnel. Alors, mémoire de recherche et mémoire professionnelle, donc il y a une frontière, il y a une distinction assez nette, hein, entre ces deux types de mémoire. Un mémoire de recherche, c'est un travail qui va, comme son nom l'indique, nécessiter des recherches assez substantielles, hein. Donc en général, le volume est beaucoup plus important. On va dire l'approfondissement des recherches est également beaucoup plus conséquent. On a une partie théorique qui sera également beaucoup plus substantielle. Alors, contrairement à un mémoire professionnel, qui s'inscrit également en général dans le cadre de formations professionnalisantes, apporte un regard professionnel, mise en œuvre de connaissances théoriques et méthodologiques pour étudier une situation professionnelle en entreprise, en association, dans une structure de terrain.
on vous donne deux exemples, hein, une étude du fonctionnement du lobe occipital d'un humain, hein, ça c'est un exemple de mémoire de recherche, et pour un mémoire professionnel, étude d'optimisation du tableau de bord d'une société. Donc là, comme vous le voyez, effectivement, c'est un sujet qui est lié à une entreprise en particulier, et on va chercher à améliorer la situation de cette entreprise. Donc, le mémoire de recherche donc, implique une conduite de recherche théorique, hein, donc on est vraiment beaucoup plus dans la théorie, en vue de la production d'une nouvelle connaissance théorique, alors qu'un mémoire professionnel, c'est une recherche appliquée en vue de la production d'une nouvelle technique professionnelle, hein. Donc on insiste bien évidemment sur le caractère professionnel, l'entreprise, l'association, le terrain, à contrario d'une démarche purement théorique. Mémoire professionnelle, ce n'est pas non plus un rapport de stage où on va se contenter de relater une expérience en particulier d'un étudiant. Euh, on va vraiment se focaliser euh, sur la transcription de l'expérience durant le stage euh, pour essayer d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Le rapport de stage, voilà, donc c'est une simple description, hein, on relate une expérience. Certes, on peut éventuellement apporter quelques préconisations, d'ailleurs c'est recommandé, mais un mémoire professionnel va bien au-delà, hein. On va vraiment insister sur une partie empirique qui va découler de, euh, enfin, des préconisations qui vont découler d'une partie empirique, donc d'éléments qu'on aura observés sur le terrain, et on insiste vraiment sur cette valeur ajoutée pour l'entreprise, qui est une partie absolument clé et déterminante, hein, pour, la plupart du temps pour la validation d'un mémoire professionnel. Quelle est la finalité donc, du mémoire? Donc, mise en œuvre de l'ingéniosité, de la capacité d'analyse, de déduction. Donc, ce sont tous ces paramètres que l'on va chercher à évaluer. Donc, des efforts intellectuels considérables, effectivement, au-delà du simple investissement des recherches, de la propre rédaction, hein, mais ça va aller bien au-delà. On va bien évidemment réfléchir sur la base d'observations, sur la base d'éléments qu'on va essayer de mettre en lien pour essayer de réaliser une production euh, à forte valeur ajoutée. Donc l'étudiant cherche à démontrer, dans le cadre de ce mémoire, sa capacité à prendre du recul par rapport à une situation, son esprit critique, hein, introspectif, en se focalisant sur un problème. Donc c'est ce qu'on va chercher à mettre en œuvre, hein, dans le cadre de ce mémoire. Donc diagnostiquer le problème, déjà c'est tout un travail en soi, hein, de constater qu'il y a un problème dans l'entreprise et qu'on va apporter une valeur en répondant à une problématique bien précise, hein, qui découle de l'observation de ce problème. On va proposer des repères, des axes d'orientation. Donc c'est une production qui concerne la perception de l'apprenant d'une situation professionnelle en adoptant un point de vue critique sur les multiples aspects des pratiques concernées. Alors, deux univers à prendre en compte et à distinguer très formellement, hein, donc l'environnement académique, universitaire, l'école, et l'environnement professionnel qui escompte la mise en œuvre de ces connaissances à un degré plus faible, hein. En entreprise, ce sont des compétences qu'on attend, c'est un savoir-faire pratique, alors que à l'université, en général, effectivement, on va davantage évaluer vos capacités dites académiques, on va se baser on va vous prodiguer des connaissances qui sont plutôt théoriques, qui s'appuient certes sur des références de premier choix, mais euh, voilà, c'est comme son nom l'indique, hein, ce sont des compétences plutôt théoriques. Donc voilà, pour vous donner un peu de visibilité sur le contexte, établissement de formation, étudiant, entreprise, hein, donc c'est le triplet, euh, le cadre dans lequel va se réaliser votre mémoire. Alors, le candidat, l'encadreur pédagogique, hein, donc il y a une place absolument fondamentale, on le verra également par la suite. Votre directeur de mémoire va valider les parties, va engager en quelque sorte sa responsabilité. Les échanges que vous allez avoir avec votre encadreur pédagogique vont être absolument fondamentaux. Une des plus grandes erreurs que l'on a pu observer, c'est vraiment travailler unilatéralement, se déconnecter
de votre encadreur, de votre promoteur, de votre directeur de mémoire, peu importe le nom, mais la fonction et le rôle exercé est toujours le même, hein. Donc c'est non pas de faire le travail à votre place, mais de vous guider, de vous confirmer que les parties vont dans le bon sens, vous faire part éventuellement d'observations qui vont vous permettre d'améliorer, de remanier le contenu afin de maximiser, on va dire, la probabilité de validation du mémoire. Alors, étape clé, hein, la problématique et donc le sujet du mémoire, on va dire une étape absolument stratégique, puisque une fois que vous aurez fait ce choix, bien, il sera difficile de revenir en arrière, d'autant plus si vous avez entamé la rédaction. En général, le sujet de mémoire est validé par votre directeur de mémoire, et je vais vous présenter les principales caractéristiques d'un bon sujet, hein, qui fait l'objet de nombreuses interrogations. Donc il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter, il faut définir un... Alors, on va se baser sur des recherches documentaires dans un premier temps, de manière assez approfondie, voir ce qui a déjà été traité sur le sujet, est-ce qu'on va apporter quelque chose de novateur, une valeur ajoutée, en choisissant cette problématique. Donc il faut faire un état des lieux, regarder ce qui a été traité, voir ce qu'on peut apporter, voir si ça peut être traité, hein, une question de faisabilité. Donc explorer le sujet de façon descriptive et avec une analyse critique, édifier des solutions, des actions en vue d'améliorer le cas étudié en guise de réponse ou la problématique posée. On va définir une méthodologie, hein, donc tout ça, il faut le voir en amont, une méthodologie qu'on va suivre pour répondre à cette problématique et à ce sujet de mémoire. Diagnostic des aboutissants, des solutions d'action appliquées, discussion et préconisations pertinentes et appréciables. Donc tout ça sont des caractéristiques qu'il faut prendre en considération au moment même où vous allez faire un choix, arrêter un choix pour votre sujet de mémoire. Donc ça prend du temps, certes, mais c'est un investissement puisque une fois que vous aurez choisi un bon sujet de mémoire, non seulement il n'évoluera plus, ça vous évitera de devoir réécrire un mémoire si vous êtes amené si vous vous apercevez que soit le sujet n'est pas traitable, soit qu'il représente un intérêt pas aussi important que vous le pouviez imaginer au départ. Donc il faut absolument passer le temps nécessaire pour choisir un sujet qui convient, hein. Bien gérer le temps, adapter le planning de réalisation de mémoire en fonction de votre vie personnelle, établir des objectifs intermédiaires, travaux, délais de réalisation. Donc c'est tout ce qui a trait à la planification, hein. Il faut établir un planning pour vous organiser, pour ne pas vous retrouver au dépourvu, au dernier moment, avec des étapes qui ont été sautées, ne pas échanger avec le tuteur, etc. etc. D'où la nécessité d'établir ce planning dès le départ, à l'issue du sujet de mémoire. Dès que vous l'avez trouvé, établir un planning après pour la rédaction. Donc 5 principaux points à prendre en compte, hein, pour choisir un bon thème. Donc concordance explicite du thème au cursus d'études suivi. Quelles connaissances acquises à mettre en œuvre, connaissances théoriques et méthodologiques provenant des études suivies dans l'établissement de formation. Effectivement, on recommande de se baser sur votre formation, de prendre en compte votre formation pour établir un sujet de mémoire. Ça peut paraître un peu évident. Alors, opérationnel et pragmatique, mise en œuvre au sein d'une entreprise ou pour une marque. Donc, idéalement, si vous travaillez dans une entreprise lambda, que cette problématique puisse apporter une valeur ajoutée à cette entreprise ou au secteur dans lequel vous évoluez ou dans lequel vous souhaitez évoluer. Ne pas choisir des thèmes trop généralistes, ça c'est un critère déterminant puisque si votre problématique ou votre sujet est trop généraliste, il y a de fortes chances qu'il soit refusé. Vous n'allez pas véritablement répondre à un sujet précis, hein. Vous allez vous disperser, vous allez aborder trop d'éléments et ça va remettre en question on va dire la faisabilité de cette problématique. Donc bien se focaliser sur un thème, sur une problématique très précise, hein. Donc le thème et puis après la problématique qui en découle, il faut absolument que ça soit une question très précise à laquelle vous allez répondre. C'est vraiment un critère déterminant pour valider déjà auprès de votre tuteur et puis pour que ce sujet soit traitable après dans le cadre de la rédaction. Donc
Il ne concerne pas nécessairement l'organisme dans lequel vous exercez. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être celui de votre conjoint, d'un proche, ça peut être un autre secteur, mais c'est préférable que ce soit lié à votre formation et que ce soit lié à l'entreprise ou au secteur dans lequel vous évoluez. Alors, d'autre part, est-ce que le sujet est faisable? Alors, est-ce qu'il est déjà traitable dans les délais impartis qui vous sont imposés par l'école? Est-ce que vous avez accès aux références bibliographiques? Puisque si vous n'avez quasiment aucune référence accessible sur le sujet, il vous sera d'autant plus difficile de vous documenter, d'avoir suffisamment de références académiques pour rédiger notamment la partie théorique, la revue de littérature. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut jauger, analyser en amont. Est-ce que vous avez suffisamment de références qui sont accessibles, hein? Si vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de références, il est peut-être plus opportun de choisir un autre sujet, une autre problématique pour laquelle vous allez avoir suffisamment de références sur lesquelles pouvoir vous appuyer, notamment pour la partie théorique. Est-ce que vous avez suffisamment de ressources matérielles? Est-ce que vous avez accès à une population cible après pour la partie empirique? Est-ce que vous avez suffisamment on va dire éventuellement des fonds pour pouvoir organiser une partie, enfin une descente sur terrain pour traiter cette partie empirique? Donc tout ça sont des éléments dont il faut tenir compte. Bien évidemment, il y a une question qui est liée à l'enthousiasme que va susciter le sujet de mémoire chez vous. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet qui vous inspire, qui vous enthousiasme au simple fait de l'évoquer? Est-ce que vous allez prendre du plaisir à le traiter? Parce que forcément, si c'est un sujet qui nous intéresse peu, enfin qui vous intéresse peu ou qui, voire ne vous intéresse pas du tout, est-ce que vous allez avoir la motivation pour rédiger 40, 50, 80 pages sur le sujet et faire des études sur le terrain? Si forcément vous n'êtes pas intéressé, ça se ressentira le jour de la soutenance, ça se ressentira dans le cadre de l'écrit et ça se ressentira in fine sur la note que vous allez avoir. Donc réfléchissez bien à l'intérêt que vous portez au sujet de mémoire. Méthodologie de documentation, donc vous avez forcément les sources empiriques qui sont collectées sur le terrain, euh, qui seront délimitées postérieurement, hein. Donc ce sont les entretiens, les questionnaires que vous allez administrer. Vous avez également les sources documentaires. Donc vous avez différents types de sources documentaires, donc les sources académiques, ouvrages disponibles en bibliothèque, médiathèque, donc ça sont vraiment des références de premier choix qui vont valoriser votre travail. Les documents propres à l'organisme d'accueil, les documents officiels, hein, les sites nationaux, les sites publics, hein, voilà, donc les documents en ligne. Alors après, il faut faire attention, hein, avec les documents en ligne, puisque vous avez un souci de fiabilité. Toutes les références ne se valent pas, hein, les blogs, les sites internet de second choix, entre guillemets, voilà, il peut y avoir des conflits d'intérêts dans les informations qui vous sont prodiguées. Il peut y avoir des informations biaisées. Donc attention dans les informations que vous prenez, vous pouvez en tenir compte de manière officieuse. Maintenant, on recommande de ne pas citer des blogs ou des Wikipédia, des informations, enfin, des sources de ce type-là qui au contraire vont dévaloriser votre travail, vont pénaliser en fait, hein, vont vous être reprochés, puisque si vous utilisez des sources qui ne sont pas fiables, enfin, du moins dont la fiabilité n'a pas été vérifiée, vous diluez en quelque sorte la qualité de votre travail. Donc vraiment, c'est un aspect clé au sein de votre mémoire. Basez-vous sur des références académiques. Et là, vous en avez toute une liste. Cairn, Gistor, Revue, les sites gouvernement, Légifrance, hein, pour tout ce qui est références juridiques, euh, site d'organismes notoires, Banque mondiale, cabinet de consultants. Donc là, quand vous, quand vous citez une de ces références, c'est une référence qui a du poids, qui est crédible, dont la fiabilité est reconnue et qui valorise intellectuellement votre travail. Et en règle générale, on requiert un minimum d'une vingtaine de références de ce type-là pour une partie théorique. Alors pas exclusivement celle-ci, hein, mais des références académiques, des références scientifiques. Donc comment les utiliser? Disponibilité des références documentaires, donc les documents exploitables sont abondants, donc il ne faut pas se noyer, il faut les utiliser de manière optimale, ce qui est le plus utile par rapport à votre problématique, qu'est-ce qui répond, qu'est-ce qui est lié à votre problématique.
Le but, c'est d'éviter les répétitions, ne pas être pertinent, rester vraiment dans le sujet. Alors, dans le cadre de vos recherches, vous pouvez effectivement partir du plus général pour après finir sur ce qui est de plus précis. Donc, les ouvrages qui exposent des généralités, donc pour donner des notions de base, comprendre un petit peu le contexte dans lequel se situe votre problématique, vous familiariser avec les concepts clés, puis après de fil en aiguille, euh, vous allez chercher, enfin vous allez vous rapprocher d'ouvrages qui sont plus spécialisés, qui portent sur des concepts plus précis de votre problématique. Vous maîtrisez déjà certains aspects plus généraux, donc vous pouvez déjà vous spécialiser davantage au sein de votre problématique, enfin, en lien avec les concepts qui sont liés avec votre problématique. Vous pouvez survoler les pages, faire une lecture en diagonale, lire l'exécutif summary des ouvrages en question, lire simplement l'introduction, la conclusion pour vous faire une idée, le résumé, ou simplement les mots-clés. Privilégier les documents récents, donc ça aussi c'est un point clé. Hein. Dans certaines formations, au-delà de 5 ans, c'est obsolète. Je ne parle même pas des formations informatiques, des formations digitales, où là c'est annuel. Ce qui est valable il y a 1 an, il y a 2 ans ne l'est plus aujourd'hui. Donc voilà, faites attention à la récence des informations. Si vous vous basez sur une jurisprudence qui est obsolète ou à un texte de loi qui a été depuis remplacé ou par un ouvrage qui n'a plus aucune valeur aujourd'hui et que vous le citez, forcément vous décrédibilisez puisque le jury ou le directeur de mémoire, enfin dans le meilleur des cas le directeur de mémoire et dans le pire des cas le jury, vous fera ce reproche en vous indiquant que le concept que vous évoquez n'a aucune valeur puisqu'il est plus d'actualité. Hein. Alors, nomination explicite, coordonnement des ouvrages, donc vous pouvez classer effectivement ces différentes références si vous êtes rigoureux dans le cadre de ces recherches. Notes de synthèse, vous pouvez vous baser sur des notes de synthèse pour les ouvrages abordant le même concept. Alors, le plagiat, donc ça, attention, c'est un point extrêmement important dont il faut tenir compte. Pour un mémoire, c'est pas une compilation de documents qui préviennent d'autres ouvrages, hein, on ne va pas paraphraser. C'est une œuvre vraiment analytique, structurée, rationnelle, qui se base sur des concepts et des idées clés sur le thème du mémoire. Ces concepts et idées s'appuient sur les œuvres de plusieurs auteurs et chercheurs. La citation de ces œuvres est nécessaire, donc vous pouvez effectivement reformuler et référencer en suivant les normes qui vous sont indiquées et apporter effectivement votre valeur ajoutée dans le cadre des recherches que vous avez faites, notamment dans la partie empirique. Maintenant, si vous reformulez une information que vous avez trouvée au sein d'un ouvrage, il est absolument impératif de le citer en note de bas de page pour indiquer la provenance de la source, puisque si vous utilisez l'information sans l'avoir citée, on peut vous reprocher cette forme de plagiat, puisque vous empruntez un autre auteur sans le citer, donc c'est une forme de vol. Hein. Donc ça peut vous être reproché, les conséquences du plagiat sont souvent graves. Enfin, dans le meilleur des cas, elles sont graves, et dans le pire des cas, elles sont dramatiques, puisque vous pouvez être amené à soit être exclu de l'établissement, soit à refaire complètement l'année universitaire, puisque les établissements en général ont leur propre politique en matière de plagiat, mais ça peut aller très loin. Donc faites attention, citez toutes vos références. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, hein, donc le plagiat, c'est l'acte qui consiste à reprendre arbitrairement les idées ou les paroles d'une autre personne pour ensuite les faire passer pour les siennes, pour les siennes, de manière délibérée ou non. Donc absolument fondamental, citez les sources en note de bas de page ou en suivant les normes qui vous sont imposées par votre cahier des charges. C'est absolument fondamental. Hein. Je me permets de me répéter, mais il y a chaque année, hein, en France ou dans les pays francophones, vous avez des accidents, des personnes qui ne tiennent pas compte de ce point-là, ou dans le pire des cas, qui font des copier-coller. Donc là, c'est encore plus grave et c'est très facilement détecté par les logiciels anti-plagiat. Alors, donc, méthode de structuration de la pensée. Donc, comment réfléchir, comment vous organiser pour rédiger le mémoire.
Donc, se baser sur une question problématique, un obstacle rencontré, un dysfonctionnement, pardon, un dysfonctionnement, un exploit à expliquer. Donc, on part d'un problème que rencontre l'entreprise, que vous avez observé, l'entreprise ou la structure dans laquelle vous évoluez, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas et qu'on va chercher à améliorer. On peut aussi se baser sur un centre d'intérêt de l'étudiant tiré de ses pratiques. Exemple de contexte problématique en entreprise, donc manque de motivation du personnel à l'issue d'une délocalisation de l'entreprise d'accueil. Donc ça, ça peut être on va dire une idée de thème à laquelle on peut déjà réfléchir, un problème auquel on est confronté suite à un bouleversement qu'a connu l'entreprise. Alors, décontextualiser ce problème. Donc, formuler un ensemble de réflexions se rapportant au domaine concernant la situation professionnelle. Exemple de décontextualisation et de réflexion, le manque de motivation du personnel de l'organisation dans sa généralité. Donc réflexion, qu'est-ce qui motive le personnel exactement? Qu'est-ce qui a déclenché ce manque de motivation? Quelles actions mener pour y remédier? Cette motivation peut-elle être ravivée par l'octroi d'avantages en nature ou en numéraire? Aborder un bon point d'échelle pour bien commencer. Donc, élaboration de quelques notions et théories sur celui-ci, formulation d'une problématique, d'une question déterminante. Exemple de contextualisation de problématisation. Contextualisation, donc les notions établies sur la motivation, théorie ERG d'Alderfer, pyramide de Maslow, le salaire comme une source de motivation. La problématique qui en découle, la motivation du personnel de la société dépend-elle des conditions salariales? Point d'interrogation. Donc là, vous avez un exemple de problématique type. Alors, poser donc sous forme de question, bon, ce n'était pas impératif, mais ça permet d'avancer. Exemple, donc à la place de l'impact de la motivation des commerciaux sur leur performance, on recommande plutôt la motivation des commerciaux impacte-t-elle leur performance? Alors, il faut veiller à ce que là où les conclusions de l'étude soient claires et précises, hein. La question peut être répondue par oui ou par non. Donc ça, c'est une manière pour tester, on va dire, la recevabilité de votre problématique. Est-ce qu'on peut répondre à votre problématique par oui ou par non à la question que vous posez? C'est une manière on va dire, de savoir si la problématique est recevable. Éviter les questions plates qui mènent à une solution trop évidente. Euh, il faut que la problématique implique une recherche empirique. Si la réponse à la problématique est trop évidente, dire, ça retire l'intérêt, ça enlève l'intérêt euh, d'étudier, de travailler sur cette problématique. Pour l'exemple cité précédemment, on peut répondre par oui, directement si l'on ne pense qu'à court terme. Cependant, au fil des années, à demeurer dans une société, la véracité de cette option reste encore à confirmer. Donc c'est oui et non. Et c'est surtout donc, nos recherches, la partie empirique qui sera traitée, qui nous permettront, in fine, de nuancer la réponse à cette question. Alors, l'originalité, c'est aussi un élément clé, hein. Est-ce que la problématique a déjà été abordée en large et en travers dans différentes études et qui va nous amener, on va dire, à apporter une valeur ajoutée limitée puisque la problématique a déjà été traitée, donc forcément, on va se contenter, enfin, on sera indirectement amené à paraphraser ce qui a déjà été traité sur le sujet, sauf si effectivement le contexte a évolué et que les réponses ont peut-être évolué. Donc là, ça peut présenter un intérêt, mais l'idéal, c'est que lorsque la problématique est originale, hein, donc qu'elle n'a pas été traitée précédemment, qu'elle apporte une véritable valeur ajoutée à une structure, à un secteur. Euh, donc voilà, cet aspect novateur qui va être aussi évalué par le jury, par le directeur de mémoire.
Donc bien définir la problématique, hein, c'est la première étape, hein, donc comme j'ai pu l'indiquer précédemment, identifier le problème en relation avec la situation professionnelle, consultant les différentes théories autour du sujet, aborder les problèmes opérationnels observés sur le terrain, saisir, appréhender un ou des cas empiriques bien délimités en vue d'y apporter des éléments de réponse. Alors, on passe on va dire à la deuxième partie qui est également fondamentale dans le cadre du mémoire, c'est le plan du mémoire, euh, qui est absolument incontournable, qu'on recommande de faire valider par votre directeur de mémoire encore une fois, au-delà de la problématique. Donc un bon plan, c'est quoi? C'est un plan qui est logique et ordonné. Son cheminement est une suite logique de points abordés. Aborder en premier lieu la cause et ensuite les corollaires. Il est facile à comprendre, hein, on comprend rapidement le cheminement en survolant le plan détaillé que vous avez élaboré. Simplifier au maximum sa compréhension en recourant notamment à des énoncés expressifs. Il est équilibré, il n'y a pas une partie extrêmement importante, puis après une deuxième partie beaucoup plus réduite et une troisième partie encore une fois importante. Il y a un équilibre entre les parties. Ça, c'est un élément absolument important. Contenu de même niveau entre ces différentes parties, que ce soit sur le volume que vous allez y allouer ou sur la place qu'il va représenter en termes de parties, de sous-parties dans la structuration même. Donc il contribue à cerner le thème et à résoudre la problématique, s'inspirer des dispositions de certains travaux d'autres chercheurs et auteurs. Lorsque vous définissez ce plan détaillé, on l'élabore de manière progressive. D'abord les éléments clés, ainsi que les éléments bibliographiques, draft. Donc, lorsqu'une idée vient à l'esprit, le maître d'ouvrage doit immédiatement inclure le concept ayant besoin d'être exposé dans un endroit qu'il estime adéquat, en mentionnant les auteurs et les références associées. Donc, pour chaque partie, vous pouvez également associer quelques références bibliographiques que vous prévoyez d'aborder. En général, sur les fondamentaux d'un mémoire, donc forcément, il y a la problématique, son intérêt, le plan, et puis les sources sur lesquelles vous allez vous appuyer pour répondre à cette problématique dans le cadre du plan défini. Si vous voulez être encore plus rigoureux, vous pouvez, pour chaque partie du plan, choisir certaines références sur lesquelles vous allez vous appuyer pour aborder ces parties du plan. Alors, le mémoire, ce n'est pas une compilation de ces éléments. Toujours remettre en question l'emplacement de chaque élément selon sa contribution à la résolution de la problématique. Insister sur l'importance, la concordance et la logique de leur structuration, débuter le travail sur un constat général et ensuite se focaliser sur les cas spécifiques. Donc c'est la logique de l'entonnoir, hein. On part du plus général au niveau du plan, puis après on est de plus en plus précis au niveau des parties, des sous-parties qui seront abordées dans le cadre du plan. Alors il faut toujours avoir un regard sur le thème et la problématique, autrement l'auteur risque d'être submergé dans une masse de données, hein. Donc n'oubliez pas de rester pertinent, de rester précis, ne pas oublier ce à quoi vous répondez dans le cadre du mémoire pour éviter de vous disperser et de vous noyer dans des informations qui ont une pertinence en réalité assez limitée par rapport à votre problématique. Vous pouvez faire un brainwriting, donc c'est ce qu'on appelle mettre sur écrit toutes les idées qui vous traversent l'esprit sur le sujet. Puis ensuite, vous regroupez ces diverses idées en rapport avec les données recueillies, procéder à un classement par thématique. C'est comme ça que vous pouvez, hein, c'est une manière, hein, c'est une technique, c'est pas la seule, mais c'est une technique pour construire chacune des parties, des chapitres et des sections du plan. Ensuite, vous établissez des liens logiques, ça c'est absolument fondamental, des transitions, hein, entre les parties et les sous-parties. Vous pouvez également croiser votre avis avec celui d'une autre personne pour lui demander ce qu'elle en pense, quant à la pertinence de ce plan-là, avoir un point de vue extérieur. Voilà, donc le plan, ce n'est pas une structure standard, il peut évaluer en fonction du thème. Chaque problématique est spécifique, chaque plan est spécifique.
Voilà, alors vous avez également le cahier des charges qui peut vous imposer un plan particulier. Ce cahier des charges dépend de votre formation, donc je vous invite à vous y référer. Voilà, donc les normes rédactionnelles et structurelles du mémoire de certains établissements suggèrent l'exposition de la méthodologie dès l'introduction, alors que d'autres exigent un chapitre ou une section à part entière de la partie empirique pour l'aborder, hein. Donc ça dépend vraiment de votre cahier des charges. Vous pouvez avoir un plan comparatif qui met en exergue des points communs et des contrastes, un plan diagnostique, on part d'un problème, on analyse le contexte, on expose à la fin des solutions, des décisions. C'est souvent un type de plan utilisé dans les formations plutôt managériales. Vous avez également le plan scientifique, présentation des faits, émission d'une hypothèse, vérification de l'hypothèse, dégagement d'une solution. Vous avez également le plan SOSRA, présentation de la situation, observation, exposition des sentiments, réflexion, action. En règle générale, on parle de l'introduction, les parties du développement, la conclusion. Bon, c'est un petit peu évident pour vous, probablement. Donc, l'introduction, comme la conclusion, est un résumé du mémoire qui met en relief les éléments les plus pertinents du travail. Elles doivent éveiller l'intérêt des lecteurs et les mener à la lecture de l'ensemble de l'ouvrage. L'introduction expose la pertinence du sujet de mémoire en abordant l'actualité, la pertinence de la problématique que vous allez chercher à mettre en avant, le bien fondé de l'adoption de la méthodologie. Votre méthodologie, elle est cohérente, le cheminement du travail en annonçant les grandes lignes du plan. Donc les constituants de l'introduction, donc la pertinence du thème, contextualisation du thème, énoncé du thème, présentation de la problématique, ça c'est fondamental, annonce du plan, hein. Donc ça c'est, on va dire, une manière, structuration type pour l'introduction. La conclusion, elle dresse le bilan, elle récapitule les principales réponses, résume les principaux éléments, indique les limites de l'étude, hein, prendre du recul, rester modeste par rapport aux conclusions que vous avez apportées, ouvre une nouvelle piste de recherche pour étudier le thème à fond, évoque la contribution du mémoire dans la vie de l'étudiant, c'est possible. Donc ces constituants, évocation de la thématique abordée, évocation de la problématique, bref état des lieux de l'existant, des démarches d'amélioration et des éléments de réponse à la question posée initialement, préconisée et ou appliquée. Synthèse des apports notionnels, méthodologiques et opérationnels sur le plan académique et professionnel. Limite de l'étude, très important, ouverture d'une nouvelle piste de recherche fondée sur le travail actuel. Apport de la production de mémoire pour l'étudiant. Alors, en général, le développement est constitué de 2 ou 3 parties, hein. Ça, c'est vraiment un standard, 2 ou 3 parties. Partie 1, analyse de l'existant au sein de l'organisation, qui représente le cadre contextuel de l'ouvrage. Ça peut être également une revue de littérature ou une partie théorique, hein, ça dépend encore une fois de votre plan, de ce qu'impose votre formation. Partie 2, application sur terrain d'une formule ou des actions d'amélioration, en s'appuyant sur l'analyse de l'existant. Ça peut être une partie dite empirique. En général, ça peut reposer sur des questionnaires, des guides d'entretien ou une étude de cas, par exemple. Et une partie 3 qui va, on va dire, qui va apporter les éléments, les préconisations, les éléments d'amélioration de la structure en place, qui expose et analyse les résultats de la partie, pratique précédemment évoquée, des actions, des préconisations notables donc, qui découlent de cette partie empirique. Donc, voilà un plan logique en 3 parties. Si aucune action n'a été encore menée, le plan devrait donc être divisé en 2 parties. Analyse de l'existant au sein de l'organisation qui représente le cadre contextuel de l'ouvrage. Partie 2, préconisation fondée sur l'analyse de l'existant en indiquant les résultats escomptés de la conduite des actions recommandées. Alors, premier cas, les actions ou les démarches d'amélioration préconisées n'ont pas encore été mises en œuvre. Analyse de l'existant, présentation de l'organisation d'accueil, qui, renseignements légaux et fondamentaux, quoi, les activités principales de l'organisation, ou variables situationnelles, contexte local, situation de marché, le secteur, comment. Donc les objectifs, vocation, politique, stratégie, ressources, etc. Donc, tout ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser
pour vous aider à constituer ce plan. Combien les données chiffrées prépondérantes concernant l'évolution, l'organisation, le secteur, etc. Un ensemble de questions qui vont vous permettre de constituer la première partie du plan en lien avec votre problématique. Description fonctionnelle, organisationnelle, description technique, technologique, description ressources matérielles, les projets en cours de réalisation, analyse descriptive de l'activité, présentation de l'organisme d'accueil, ok, analyse critique, orientation, diagnostic de l'analyse, force à accroître et faiblesse à reconsidérer, donc vous pouvez faire un SWOT, opportunités qui se présentent et menaces à prendre en compte et à réduire, modifications et ajustements à effectuer. Tout ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser lorsque vous faites la première partie du plan. Remarque, donc l'étudiant doit garder un regard objectif lorsqu'il effectue une analyse critique. Il doit expliquer la raison de la critique, c'est pour lui une opportunité de mettre à l'épreuve son savoir-faire professionnel. Les analyses descriptives et critiques peuvent être conduites de manière concomitante. Les exposer dans un seul chapitre ou section ou isolées. Donc les présenter séparément en les abordant dans 2 chapitres ou sections différentes. Partie 2, préconisation, donc fondée sur l'analyse déjà réalisée, donc les réels apports du travail pour l'organisation et les professionnels, donc ce que vous avez véritablement apporté en mettant en œuvre ces préconisations, apporter des éléments de réponse aux problèmes posés et aux enjeux identifiés lors de l'analyse critique, en avançant des formules ou des alternatives pour améliorer la situation. Soutenir les propos par des éléments objectifs, toujours rester objectif et factuel dans le cadre de ces préconisations, les savoirs acquis au cours de la formation, les faits, tendance chiffrée, le benchmarking, analyse des résultats issus de l'application des solutions proposées par d'autres acteurs. Vous pouvez regarder ce que font les concurrents, s'ils ont mis en place les préconisations que vous proposez à la structure en question, éventuellement évaluer la valeur ajoutée, les résultats qu'ils ont obtenus en mettant en œuvre ces préconisations. Ça vous permettra de justifier l'intérêt de ces préconisations. Alors, présentation analytique de l'application, approche méthodologique mise en œuvre, ok, déroulement des actions, obstacles rencontrés, processus. Alors, partie 3, discussion des résultats de l'application des solutions et actions proposées. Donc, exposer les résultats. Bien évidemment, vous présentez les résultats que vous avez pu obtenir dans le cadre d'une deuxième partie. Vous commentez les possibles écarts entre les résultats escomptés et les résultats obtenus. Vous adoptez une nouvelle fois une vision critique pour apprécier les réponses à la problématique d'un point de vue global. Vous identifiez les éléments qui auraient dû être pris en compte. Préconisation générale. Modèle de plan de mémoire diagnostique, deuxième cas. Ça, c'est la deuxième forme de plan que vous pouvez suivre, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec une analyse de l'existant dans la partie 1, mise en pratique des solutions d'amélioration, résultats, discussion et préconisation. Donc, un paragraphe ne doit aborder qu'une seule idée ou bien une suite d'idées qui enchaînent et sont bien structurées. Le saut d'un paragraphe à un autre doit se faire de manière naturelle et logique. L'utilisation de phrases de transition ou d'articulation logique, ça c'est un élément qui est souvent déterminant pour valider un mémoire. Si on ne voit pas de lien entre les parties, on ne va pas avoir de fil conducteur et ça peut justifier la validation d'un mémoire. Donc veillez à bien utiliser des marqueurs de transition qui permettent au lecteur de voir la logique entre les différentes parties et dans quelle manière elles s'imbriquent les unes entre les autres, enfin les unes dans les autres. Les subdivisions du mémoire doivent suivre la même logique de condensation d'idées. La finalisation du plan, le mémoire évolue au fur et à mesure que le chercheur avance dans sa rédaction. Le plan ne peut donc pas être définitif si le mémoire n'est pas encore achevé. Alors, je nuance quelque peu cette observation. Il reste toutefois préférable de ne plus changer un plan validé en amont parce que ça peut nécessiter réécriture, travail inutile. Vous validez un plan en amont, on reste dessus, il a été validé par le directeur de mémoire, on ne change pas un cadre qui a été validé, ce qui permet de capitaliser
lorsqu'on avance dans la rédaction et ne pas devoir remettre en question des parties qui auraient été rédigées. Si on change un plan en cours de route, on est amené à réécrire et à refaire une deuxième fois certaines parties. Donc un plan validé n'a pas vocation, en règle générale, à être modifié par la suite. Alors, utilisez le bon style de rédaction. Tout lecteur néophyte ne doit pas s'égarer dans la lecture de l'ouvrage. Il faut partir du principe que la personne ne connaît rien à votre sujet. Il faut être pédagogue, définir chaque terme que vous évoquez, notamment les termes techniques et les notions employées. Vous avez plusieurs manières de citer une référence bibliographique. Chaque établissement, chaque cahier des charges impose ses propres normes. Une des normes les plus utilisées sont les normes APA, d'autant plus si aucune norme spécifique n'est exigée. Donc American Psychological Association, je vous invite à regarder sur Internet et à vous documenter sur cette norme. Si vous avez des questions, donc l'usage de la note de bas de page. Donc la référence doit être écrite exhaustivement lorsque le document est cité pour la toute première fois. Ensuite, si vous réutilisez cette référence, vous pouvez vous contenter d'un IBID, IBID, pour se référer au même ouvrage subséquemment. Lorsque l'ouvrage est cité à plusieurs fois, même intercalé par d'autres ouvrages, on peut utiliser également op.cite. Ce qui vous évite de faire un copier-coller systématique de la référence, ce qui serait fastidieux et apporterait du contenu inutile. Donc la référence, auteur, année de parution. Donc mettre en italique et entre guillemets, mettre la référence avec numéro de page à la fin de la citation. Reformulation de texte, donc pas de mise en forme spécifique. Mettre la référence sans aucune indication du numéro de page. Si effectivement vous vous contentez de reformuler une information qui se base sur un ouvrage, vous mettez la référence de l'ouvrage en question sans mettre le numéro de page. Si l'auteur se référant à une œuvre d'un autre auteur manque de préciser la référence du document, le texte inspiré est considéré comme un plagiat. C'est ce que j'ai indiqué précédemment. Vous avez lu un ouvrage, vous utilisez cette information dans le cadre de la rédaction d'une partie de votre mémoire, il faut impérativement citer cet ouvrage, citer cet auteur. Sinon, vous empruntez une information à autrui, vous ne la référencez pas, c'est un vol d'information, c'est donc un plagiat. Vous vous exposez aux sanctions qui sont prévues par votre établissement. Vous citez la référence, ça dénote une certaine rigueur dans le cadre de votre démarche rédactionnelle académique, ça dénote également votre honnêteté intellectuelle et vous vous protégez de ce type de problème, hein, encore une fois, qui peut avoir des conséquences très graves. Alors, utiliser des concepts ou s'inspirer des idées d'autres auteurs ne veut pas dire que le mémoire doit tourner en une simple compilation de textes étrangers, bien qu'agencés de façon structurée et logique. L'étudiant doit faire preuve d'une grande capacité d'analyse. Si vous vous contentez de compiler ce qui a déjà été réalisé par d'autres, c'est plus un mémoire, c'est une revue de littérature. Vous n'apportez pas de valeur ajoutée, c'est un motif d'invalidation. On attend, le jury attend, le directeur de mémoire attend de la valeur ajoutée, de l'analyse, que vous dégagez quelque chose de toutes ces références et de toutes ces lectures que vous avez pu réaliser. L'usage d'extraits de textes étrangers doit être modéré, doit représenter que 15% de la totalité du corps de l'ouvrage, tout au plus, en termes de volume. On parle des citations, on parle des noms d'auteurs, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 15% de contenu similaire. Ça devient disproportionné, ça peut vous être reproché. Vous pouvez avoir jusqu'à 15% de citations référencées, mises entre guillemets. Jusqu'à 15%, ça ne vous sera pas reproché. Au-delà, on considère que ça devient abusif. Ça peut vous être reproché. C'est pas, à partir du moment où vous référencez tout, c'est pas un critère rédhibitoire, mais ça sera pénalisant. Donc voilà, on cherche à voir votre capacité d'analyse, hein. Encore une fois, cette capacité d'analyse, c'est votre valeur ajoutée. Elle doit être perçue tout à travers le mémoire, hein.
Ne vous contentez pas de paraphraser, de reformuler ce qui a été fait. Vous pouvez le faire, mais vous devez aller au-delà en analysant le contenu que vous avez lu. Montrer de l'objectivité doit expliquer l'intérêt des choix et des démarches mises en œuvre en se basant sur des théories et approches bien avérées. Sur la forme, vous employez la première personne, le jeu, mettre en évidence son implication dans le travail, employer la première personne du singulier, ne pas impliquer le lecteur dans la réalisation de la recherche, l'utilisation du prénom nous ou de l'infini on n'est pas vraiment recommandé. Exemple, j'ai choisi de mener l'interview en recourant à un style de questionnement semi-directif pour recueillir des données. Ici, le choix du chercheur est mis en valeur. Comme nous l'avons vu précédemment, cette forme implique un effort de la part du lecteur à éviter. Notre société rencontre aujourd'hui des difficultés sans précédent. Cette affirmation suppose également que l'implication du lecteur, donc à éviter également. On considère que le sujet n'est pas précis, donc à éviter. La valorisation de l'implication de l'étudiant dans la réalisation de mémoire incite également à mettre en évidence toute intervention d'autres acteurs dans le travail. Les normes typographiques, donc elles diffèrent encore une fois en fonction de votre cahier des charges. En règle générale, par défaut, on a une police Times New Roman, taille 12, pour le corps de l'ouvrage. Pour les titres, on peut utiliser le gras. Le noir doit être la couleur utilisée par défaut. Pareil pour l'usage des styles, l'italique, le gras et la majuscule. Vous utilisez les guillemets pour mettre en évidence un terme. Les interlignes par défaut, c'est 1,5, justifié alinéa de 0,5 à 1 cm. Donc les principaux écueils, ça découle effectivement, enfin cette partie découle des observations qu'on a pu voir chez certains étudiants. Alors, un point de vue purement théorique déconnecté de la réalité professionnelle. Voilà, si vous ne professionnalisez pas votre mémoire, si vous restez purement dans la théorie, c'est un motif d'invalidation. La partie professionnelle doit être absolument prépondérante, ce que vous avez observé sur le terrain. Encore une fois, c'est une question d'équilibre avec la partie théorique. Soit en se basant sur la seule analyse des pratiques professionnelles sans aucun fondement théorique. Question d'équilibre. Se perdre dans une étude purement descriptive sans adopter une vision critique. Vous ne prenez pas de recul, vous restez dans la description, il n'y a pas d'analyse, ça vide de sa substance l'intérêt de votre problématique, votre analyse quasiment pas présente. C'est aussi un motif d'invalidation. Se laisser submerger par l'abondance d'informations et se perdre dans une lecture stérile. Vous lisez beaucoup d'ouvrages, vous ne faites plus le lien, vous êtes complètement noyé. Suivez le fil conducteur qu'on vous a donné précédemment. Commencez par des généralités, s'inspirer après par des documents plus spécifiques et veillez à garder un lien avec le thème et la problématique de l'étude. Discontinuité et incohérence des idées. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de lien entre les différentes parties, aucun lien logique qui s'enchaîne. Donc, le lecteur se perd quelque peu dans le contenu. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument faire un bon plan dès le départ qui soit logique et s'y référer, le respecter tout au long de la rédaction. Hypothèse de recherche non vérifiable empiriquement. Vous avez émis des hypothèses que vous ne pouvez pas vérifier. Forcément, vous remettez en question les fondamentaux même de vos conclusions. Exemple, l'augmentation du salaire motive le personnel de l'entreprise. Il faut identifier les variables qui conditionnent cette motivation. Engagement, sa portée, les conditions. Oublier ou omettre de définir les notions et les mots compliqués. N'oubliez pas de faire un glossaire à la fin. Corps du mémoire surchargé par des éléments qui ne contribuent pas de manière directe à la compréhension du sujet. Vous énumérez des éléments, des grands tableaux, vous sortez du sujet, vous noyez le lecteur qui se perd, qui ne voit pas le lien avec le sujet. Si vous avez beaucoup de documents, notamment qui prennent plus d'une page, des tableaux, tout ça, ça va en annexe. Ne noyez surtout pas, ne diluez pas la qualité de votre contenu. Titre trop vague ou trop ambigu, qui ne permettent pas de cerner le sens de ce que vous voulez évoquer.
Erreur au niveau de la méthodologie qui est biaisée ou inadéquate. Alors, les démarches et instruments utilisés ne permettent pas d'avoir des données aidant à la vérification des hypothèses. Approche analytique inadaptée, formulation de synthèse erronée. Alors, ça, c'est aussi un élément qu'il faut que vous ayez, que vous sachiez. Ce sont des éléments forcément qui seront pris en compte lors de l'évaluation, dont il faut tenir compte absolument. Et sur quoi va se baser réellement le jury dans le cadre de l'évaluation de votre mémoire? Prouver que l'étudiant a une parfaite connaissance du thème dans le contexte auquel il est abordé. De façon exhaustive et explicite, mais centralisée sur l'essentiel. Détermination et analyse des objectifs du travail. Une meilleure appréhension de la mission de la problématique, une meilleure compréhension des bons éléments à considérer. Partir du bon pied. Convenance de la méthodologie utilisée, de la structure et du cheminement du travail. Convenance des approches et outils utilisés, la consistance des diverses tâches effectuées et des étapes surmontées vis-à-vis des objectifs du mémoire. Crédibilité et viabilité des chiffres, budget, partie financière présentés dans le document. Faire preuve de pragmatisme, de rationalité, d'organisation. Sur la forme, logique et concordance du plan de mémoire, ce sur quoi on a insisté précédemment, qualité de l'écriture, il va de soi, du français, pas de faute d'orthographe, qualité syntaxique des phrases, régularité de l'ouvrage, crédit accordé aux illustrations graphiques, emploi d'exemples intéressants, utilisation raisonnable des sources documentaires, utilité des annexes, présentation générale claire et simple. On en arrive à la soutenance orale qui est une partie absolument clé. Mémoire professionnelle, objet universitaire. Donc, soutenir le mémoire oralement devant un jury, similarité des procédures. Donc, en général, une présentation orale, ça va jusqu'à 20 minutes. Ce jury est constitué des membres, donc forcément, et ça se termine sur des questions-réponses qui porteront sur le mémoire. Donc forcément, quelques règles de base à connaître pour votre présentation. Donc ça doit être sobre, lisible, bien aéré, pas de faute d'orthographe, faites-vous relire, que ce soit pour le mémoire ou pour les slides PowerPoint sur lesquels vous allez vous baser. Il n'y a rien de plus décrédibilisant, notamment lorsque cette présentation ne dure que 20 minutes. S'équiper des matériels, donc ordinateur, clé USB. Vous pouvez commencer par les remerciements. Ne vous y attardez pas, ça risquerait d'être mal interprété. Vous présentez le thème, vous expliquez la raison de ce choix ainsi que l'intérêt de la problématique. Vous avancez par le plan d'exposé, vous présentez chaque titre du plan, approche et démarche, préconisation, KPI, aboutissant, conclusion. Vous finissez effectivement par cette conclusion, vous rappelez les limites de la recherche et d'ouverture. Clôturez encore une fois en remerciant le jury pour son écoute. Donc, le jury va vous poser quelques questions. Ça sera également l'opportunité pour prouver votre maîtrise technique du thème, l'impartialité des approches méthodologiques. Alors, les critères d'appréciation de la soutenance orale sur le fond. Donc, contextualiser la problématique, déterminer nommément les objectifs de la problématique, d'éliminer la sphère concurrentielle, vous justifiez au sein de l'organisation et au sein de l'équipe, vous rendez compte de l'organisation d'un projet, présentez les résultats obtenus, vous avancez vous finalisez en présentant les solutions aux problèmes et les propositions d'amélioration. Sur la forme, vous allez démontrer votre aisance en matière de communication, votre intérêt pour le sujet, votre capacité à présenter un exposé explicite, concis, sans ambiguïté, disposition à écouter et à raisonner, votre niveau de langage, la manière dont vous vous exprimez, votre intonation, très important. N'oubliez pas que le ton, c'est 70% du message,
le débit, l'articulation, disposition à tenir le speech sans trop se pencher sur les notes, hein. Ne lisez pas et ne lisez ni vos notes ni la présentation PowerPoint. Vous devez uniquement vous appuyer dessus, hein, pour ne pas vous perdre et garder le fil conducteur. Mais vous ne devez absolument pas vous contenter de lire vos notes, c'est une des erreurs principales. Il faut regarder le jury dans les yeux, montrer l'intérêt que vous avez pour le mémoire et pour le sujet que vous avez choisi, et voilà, parler directement en regardant le jury dans les yeux. Voilà, donc forcément, soyez convaincant, considérez les recommandations et les commentaires. Alors, vous entraîner, c'est aussi un élément clé, hein. Il faut éviter d'arriver le jour de la soutenance sans vous être, sans aucun entraînement, sans maîtriser le sujet et le découvrir le jour de la soutenance, puisque vous prenez le risque bah, de faire des erreurs que vous n'auriez pas faites si vous vous étiez entraîné précédemment. Donc, devant un miroir, vous faites quelques simulations chez vous. Euh, Ça vous permettra d'être d'autant plus serein, moins stressé le jour de la soutenance, compte tenu des enjeux, d'être préparé psychologiquement, matériellement, en ayant tous les éléments nécessaires pour cette présentation. D'autant plus que l'environnement sera différent, hein, ne l'oubliez pas, le jour de la soutenance, il y aura un jury qui vous regardera dans les yeux. Vous ne serez pas tout seul à vous entraîner chez vous. Alors, arrivez plutôt le jour de la soutenance, au moins 30 minutes à l'avance, hein. Si vous arrivez à l'instant de la présentation, vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Éventuellement, vous pouvez emporter un chronomètre pour bien organiser le déroulé de votre présentation. Reposez-vous, soyez ponctuel, les règles de bon sens, mais qui vous permettent de bien vous organiser pour cette présentation. Alors, bon, quelques éléments liés à la tenue vestimentaire, hein. Soyez le plus professionnel possible. Évitez les tenues décontractées. Préférez d'être habillé en chemise, hein, ça va de soi. Il arrive quelques erreurs, hein, qui sont observées lors des soutenances, donc veillez à être habillé voilà, de manière sobre le jour de la soutenance. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez besoin de plus d'informations, notamment par rapport à votre formation, vous pouvez vous rendre sur le blog Expert Mémoire qui regorge d'articles et de conseils pour vous aider à rédiger votre mémoire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bonne